Dans la lisière forestière, près du ruisseau Cataraqui, fut découvert le corps d'une fillette. C'était Emily Carter, âgée de 9 ans, disparue la veille. Les policiers arrivèrent immédiatement sur les lieux. L'examen commença par une fixation minutieuse des indices. Près du corps furent trouvés des objets de pique-nique, une couverture, un sac à dos, ainsi que des traces sur la terre humide, ce qui indiquait un traînage. Les actions étaient soigneuses et logiques, bien qu'il devint déjà évident que quelque chose de terrible s'était produit. Le corps d'Emily fut découvert avec de multiples blessures. Tout cela fut consigné dans le procès-verbal officiel. Les policiers passèrent rapidement à l'établissement de l'identité. Emily fut immédiatement reconnue. C'était bien cette fillette qu'on cherchait depuis plusieurs heures. Quand il s'avéra qu'elle avait disparu le 2 juin, les policiers commencèrent à relier le fait de la disparition au corps trouvé. La situation était claire. Emily avait été tuée. Et maintenant, la question était de savoir qui avait fait cela. Les premiers pas de l'enquête donnèrent des résultats rapides. Des témoins déclarèrent avoir vu 3 fillettes avec lesquelles Emily se promenait pour la dernière fois. L'une d'elles, nommée Jessica Bell, avait un sac à dos semblable à celui qui fut trouvé près du corps. La police établit dans les plus brefs délais l'identité des 3 suspectes. Et bien que les fillettes tentèrent d'abord de dire que leurs traces n'avaient rien à voir avec l'incident, elles avouèrent rapidement. Ainsi, le premier obstacle fut surmonté. Mais que s'était-il passé ensuite? Comment tout en était-il arrivé à la tragédie, quand les fillettes voulaient simplement aller pique-niquer? Pour comprendre comment un simple pique-nique se transforma en épisode clé de l'affaire, il faut revenir un jour en arrière et regarder la vie ordinaire d'Emily sans tragédie ni gros titres. Jusqu'au 2 juin, c'était une semaine scolaire standard. Aucune exception à l'emploi du temps. Aucun signal. Emily Carter, élève d'école primaire à Kingston, fille dans une famille complète, amie pour son petit cercle. D'après les témoignages de la mère, levée à 7 heures, dans la cuisine flocons d'avoine et pain grillé, dans le cartable trousse et journal, dans la poche extérieure, une petite boîte à déjeuner, vêtements, jeans, sweatshirt clair. D'après les mots du père, sur le chemin de l'école, elle marchait habituellement à pied avec les enfants du voisinage, au retour, soit par le même itinéraire, soit on venait la chercher s'il pleuvait. Le 1er juin, jour ordinaire, sans remarque, sans absence. D'après les données du journal de classe, les résultats étaient stables. Les enseignants notaient une écriture soignée et un comportement calme. Aux récréations, elle restait près de ses camarades de classe. Dans les questionnaires de fin d'année, dessins, projets pour l'été, à la maison, discussion d'une sortie au lac. Les parents confirmèrent, le soir, Emily avait des cercles, lundi, musique, mercredi, natation. Le jeudi, dessin. Mais la première semaine de juin, le cours fut annulé à cause de la préparation de la fête scolaire. Elle eut une soirée libre. Le cercle de relations fut décrit brièvement par les enseignants. Cours du voisinage, camarades de classe, quelques fillettes de la classe parallèle. Dans le procès-verbal, résonnent pour la première fois des noms concrets. Jessica Bell, Olivia Reid, Chloé Martin. Avec elle, Emily s'asseyait à la même table aux récréations et parfois rentrait de l'école. L'école n'enregistrait aucun conflit ou plainte de comportement entre elles. Les parents ne notaient pas non plus de démêlés domestiques à ce sujet. Au début juin à Kingston, il faisait déjà chaud, clair, jusqu'au soir. D'après les mots de la mère, Emily demandait la permission de se promener plus longtemps, s'il n'y avait pas de contrôle le lendemain. Le 2 juin, il n'y avait pas de contrôle. La matinée se passa normalement. École, devoir de mathématiques, collation à la maison. Vers 3 heures de l'après-midi, retentit un coup de sonnette à l'appartement. Sur le seuil se tenaient les fillettes. D'après les mots du père, la conversation fut brève. Elles convinrent qu'on allait faire un petit pique-nique.
la mère fixa les limites, rentrer avant 19h, rester ensemble, ne pas s'approcher trop près de l'eau. Les préparatifs prirent quelques minutes. D'après les témoignages des parents, Émilie prit une couverture fine, des gobelets en plastique, un paquet de biscuits, une petite bouteille de jus de pomme. Aux pieds, basket, cheveux rassemblés en queue de cheval. Il n'y avait pas de téléphone avec elle. Dans la famille, on le considérait comme inutile pour les promenades dans le quartier. Elle sortit de la maison sans se presser, ferma la porte, dit où elle allait et avec qui. L'enseignante confirma que dans ces endroits, les enfants des quartiers voisins allaient beau souvent. Le sentier vers la lisière forestière près du ruisseau Cataraqui commence juste après les maisons d'habitation et va vers l'eau, le long des buissons. En été, on y organisait des pique-niques et on cueillait des fleurs. Du point de vue de la sécurité, les parents appelaient cela « notre square près de l'eau », zone où se promènent les chiens, roulent les vélos. Se rencontrent les familles avec poussette, jusqu'à l'arrêt d'autobus 2 minutes, jusqu'au magasin le plus proche, 5. L'emploi du temps du 2 juin paraît cohérent. École, maison, préparatifs rapides. Sortie pour la promenade. Aucun message sur un conflit dans l'appartement. Aucun appel de l'école. D'après les mots de la mère, l'humeur d'Émilie était habituelle. Le père n'eut pas non plus de remarques. Chaussures propres, vêtements correspondant au temps, clés de l'appartement dans la poche. Ce sont des détails qui sont ensuite importants lors de la reconstitution de l'itinéraire. Les noms des amis à ce moment-là sont déjà fixés dans les matériaux. Jessica, Olivia, Chloé. Elles montèrent ensemble de la cour et se dirigèrent vers le sentier. Elles furent vues par les voisins à la sortie de l'entrée. Un des habitants nota qu'une fillette avait un sac à dos avec des écussons. Une autre portait une couverture pliée. Ces observations coïncident avec ce qu'on trouvera plus tard près de l'eau. Ainsi, le monde normal d'Émilie avant la sortie au pique-nique se décrit par des détails précis. École stable, amis connus, itinéraire connu, règles compréhensibles de retour à la maison. Aucun événement particulier qui expliquerait les actions futures n'est contenu dans les matériaux. C'est cela qui crée la rupture. D'une routine calme, le groupe quitte simultanément pour la promenade et disparaît du champ de vision des adultes. La dernière action vérifiée est fixée sans ambiguïté. Le 2 juin, dans l'après-midi, Émilie Carter quitta l'appartement, prit des affaires pour le pique-nique et alla vers la lisière forestière près du ruisseau Cataraqui en compagnie de Jessica, Belle, Olivia Reed et Chloé Martin. Ensuite commencera la reconstitution du chemin par témoins et objets trouvés sur le sentier. Pas à pas de la cour à l'eau. Pas à pas de la cour à l'eau, tel devait être l'itinéraire. Mais vers le soir, il se brise. 19h. Le familial rentre avant 7h. La montre indique 19h05. Silence. Émilie n'a pas de téléphone. Dans la cour, c'est vide. Les minutes s'étirent et la promenade ordinaire se transforme en recherche dans le temps. 19h15. La mère compose le numéro de la famille Belle. Réponse brève. Jessica n'est pas à la maison. Devaient rentrer ensemble. 19h20. Appel à la famille Reed. Même situation. Olivia est partie après l'école. N'est pas apparue. 19h25. Contact avec la maison des Martin. La grand-mère prend le téléphone. Chloé se promène. Elles ont promis pour le soir. Aucune coordonnée précise. 19h30. Le père descend dans la cour. Il fait le tour de l'entrée, de l'aire de jeu, du parking à vélo. Les voisins n'ont pas vu les fillettes rentrer. 19h40. Les parents vont au magasin près de l'arrêt. Le vendeur se souvient de 3 avec une couverture et des biscuits il y a 2-3 heures. Plus loin, aucune trace. 19h50. Tour des cours voisins. Banc vide. Aire de jeu scolaire fermée. 20h.
courte concertation à la maison, il vérifiant le sac à dos, les clés de rechange, la liste des cercles. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Le jeudi, le dessin était annulé. Donc les fillettes avaient vraiment une soirée libre. 20h10. Le père monte en voiture, fait le tour des points connus. Bibliothèque, terrain de basket, square près de l'église. Aucun résultat. 20h25. Deuxième série d'appels. La famille Bell attend. La famille Red attend. Chez les Martin, même information. 20h35. Message dans le chat de la maison. Signe distinctif des vêtements, basket, couverture. Pas de réponse sur une rencontre avec les fillettes. 20h40. Les parents arrivent au début du sentier dans la lisière forestière près de Cataraqui. Ils ne vont pas au fond. Il fait sombre. Peu de réverbères. Ils retournent à l'entrée pour rappeler les connaissances et ne pas s'éloigner du téléphone. 20h50. Encore une vérification de la cour, de l'entrée, des boîtes aux lettres, des antivols à vélo. Vide. 20h55. Dernier cycle d'appels aux familles et voisins. L'information ne change pas. Pas de messages séparés sur des conflits ou des projets. À ce moment-là, le détail principal est compris. Le point de contrôle horaire est dépassé. Il n'y a pas de contact avec les amis. Les endroits habituels sont exclus. 21h. Étape formelle. Les parents d'Emily Carter s'adressent à la police avec une déclaration de disparition de personne. L'agent de service fixe les signes distinctifs, les derniers événements, la composition du groupe et l'itinéraire. Sentier vers le ruisseau Cataraqui. Dans la fiche apparaissent 3 noms. Jessica Bell, Olivia Red, Chloé Martin. Ensuite commence la procédure de service. Vérification des adresses les plus proches, interrogatoire des voisins, plan initial de recherche le long du sentier et près de l'eau, du début de la lisière forestière au ruisseau. Ensuite, selon le plan, interrogatoire du cercle le plus proche. Les premiers sur la liste, c'est 3 mêmes avec qui Émilie est partie, au pique-nique. C'est le début officiel. À partir de là, danseront déjà les itinéraires, les signalements et la recherche le long du sentier vers l'eau. Fin de soirée du 2 juin. Les policiers vont aux adresses. D'abord, appartement Bell. Sur la table de la cuisine du thé, dans l'entrée, des baskets avec du sable. Jessica est assise près de sa mère, répond brièvement. Ensuite, maison, Red. Olivia se tient plus près de son père, les yeux plus souvent au sol. Troisième, appartement des Martin. Chloé avec sa grand-mère sur le canapé, près d'elle un sac d'école. Les interrogatoires se déroulent en présence d'adultes, un par un, et selon le même modèle. Où était-elle? À quelle heure? Qui a vu? Comment se sont-elles séparées? La version chez toutes les 3 coïncide presque mot pour mot. Nous sommes allés au parc près de l'école. Nous nous sommes assises sur un banc. Émilie s'est vexée à cause de la couverture. Elle s'est enfuie vers les buissons. Nous l'avons appelée, mais elle n'est pas revenue. Formulation proche, pause identique. Par le temps, entre 4 et 6 heures. Par l'itinéraire, maison, parc, maison. Dans la lisière forestière vers le ruisseau, d'après leurs mots, elles ne sont pas allées. À la question précise sur la couverture et les biscuits, elles répondent la même chose. Nous avons pris pour le parc. Nous nous sommes assises près des balançoires. À la question sur le conflit, il n'y a pas de détails. Elle s'est vexée et est partie. Dans le procès-verbal, cela est fixé comme version coordonnée des 3. Parallèlement, les agents de service vérifient les emplacements les plus proches. L'aire de jeu près de l'école est vide. Sur les bancs des adolescents, mais ils n'ont pas vu de fillette avec une couverture le soir. Le vendeur près de l'arrêt se souvient du groupe dans l'après-midi, mais pas le soir. Au téléphone du dispatching arrive un nouvel appel. Un homme se présente, laisse ses coordonnées et précise l'heure.
Il roulait à vélo le long du ruisseau. Le témoin décrit 2 choses qui coïncident avec ce que disent d'eux les parents. Couverture à carreaux et sac à dos avec des écussons. Par le temps, vers 4 heures. Par le lieu, sentier qui s'éloigne des maisons d'habitation vers l'eau. Il a vu 4 personnes. Elles marchaient en file. Une fillette portait la couverture, une autre, le sac à dos, la 3e marchait devant et écartait les branches. Personne ne courait. Personne ne restait en arrière. Il est passé à côté, s'est retourné, parce que la couverture a glissé et on l'a replacée. Ensuite, le groupe a tourné sur un sentier étroit menant au ruisseau. Ce détail entre en conflit avec les explications du soir des amis. Si elle était assise dans le parc et n'allait pas à l'eau, pourquoi une personne étrangère dit-elle avec assurance parler du sentier et du ruisseau? Si Émilie s'est enfuie, pourquoi le témoin voit-il 4 personnes ensemble et sans hâte? Dans la fiche de l'affaire apparaît une nouvelle liaison. Couverture, sac à dos, lisière forestière, ruisseau Cataraqui. Ce n'est déjà plus l'abstrait. Elle s'est vexée et est partie. Mais un itinéraire concret avec un repère. Après l'appel du cycliste change la priorité de recherche. La nuit, une patrouille passe du début du sentier au premier tournant, note des traces fraîches de chaussures, mais ne va pas profondément. Sombre, éclairage faible. Il faut un plan et des forces. Pour le matin, examen élargi, volontaire, chien sur la piste olfactive à partir d'objets dans l'appartement. On communique aux parents, direction principale, vers l'eau. Pour les amis, la décision est aussi prise. Leur version reste dans le procès-verbal, mais à côté on met une note vérifiée par temps et lieu. Les fillettes sont prévenues de nouveaux entretiens déjà séparément, à l'école, sans possibilité de se souffler l'une à l'autre. Pour l'enquête, c'est une procédure standard, quand les formulations coïncident trop. Ainsi apparaît le premier indice solide, confirmation indépendante du chemin vers la lisière forestière et vers le ruisseau. C'est précisément lui qui sort les groupes de recherche du parc sur le sentier, où sur la terre humide restent des traces, et à côté, des objets pour pique-nique. Ensuite, l'affaire se déplace vers l'examen d'un secteur concret et vers les premières trouvailles physiques qu'on peut comparer avec les affaires domestiques d'Émilie. Ce qu'on a trouvé sur le sentier coïncidait avec les mots du cycliste et s'opposait directement au récit des fillettes. Couverture, gobelets en plastique, empreintes de baskets sur la terre humide, tout tirait le fil, non pas vers le parc près de l'école, mais vers l'eau. La seule version des témoins oculaires se transformait en problème. Soit elle se trompe, soit elle cache le chemin. Ensuite, rétrécissement du focus. Les policiers examinent les premiers procès-verbaux d'entretien et notent la répétitivité. Les formulations chez toutes les 3 sont identiques, jusqu'aux pauses. Nous nous sommes assises dans le parc. Émilie s'est vexée. Elle s'est enfuie vers les buissons. Ensuite, nous ne l'avons pas vue. Quand on demande de nommer plus précisément l'heure, résonne le flou entre 4 et 6 heures. À la demande de décrire où exactement Émilie s'est enfuie, vers les buissons. Quels buissons exactement? Près des balançoires? Ni repère, ni personne qui aurait vu cette dispute. Aucune d'elles ne nomme. Lignes séparées. Négation de la lisière forestière. Nous ne sommes pas allés au ruisseau. Nous n'avons pas tourné sur le sentier. Nous ne nous sommes pas approchés de l'eau. Cela est fixé dans 3 appartements différents, par 3 adultes différents. Mais les indices sur le sentier gisent déjà, et la source de ces objets est connue de la famille Carter. Couverture, l'heure, gobelet, de l'ensemble domestique pour pique-nique, boîte à déjeuner coïncide par les marques sur le couvercle. La version « seulement le parc » n'explique pas le transfert de ces objets vers le ruisseau. Le comportement dans les entretiens attire aussi l'attention. Les fillettes se renforcent mutuellement par les phrases « comme nous avons dit »,« comme j'ai dit », s'accordent par les mots.
Aux questions précises, qui a pris la couverture? Qui portait le sac à dos? Une des deux? Je ne me souviens pas. Ou nous ensemble. Lors de la tentative de reconstituer la route de l'entrée au parc apparaissent des désynchronisations. L'une dit qu'elles sont passées par le magasin, l'autre qu'elles sont allées directement dans la cour, la troisième qu'elles sont allées par les cours. Mais sur le secteur clé, nous ne sommes pas allés à l'eau. Toutes coïncident à nouveau de manière lisse. L'enquête fixe cela comme coordination sans détail quotidien. Il n'y a pas de mention sur qui a proposé le banc en premier, qui a acheté de l'eau, où elles se sont assises, près du banc ou près des balançoires. Il n'y a pas de petites choses qui remontent habituellement à la surface. Si le groupe a vraiment passé du temps là-bas, qui a demandé des serviettes, qui a étalé la couverture, qui a fait tomber les biscuits, et cela alors que sur le sentier on trouve de grosses miettes et un emballage froissé. Signe de collation pas dans le parc. Parallèlement, on compare les horaires. Le témoin à vélo nomme avec assurance vers 16h et décrit 4 personnes marchant en file vers le ruisseau. Le voisin près de l'entrée confirme la sortie de la maison vers 15h30 et remarque la couverture sous le bras d'une des fillettes. Le vendeur près de l'arrêt les a vus dans l'après-midi avec des produits. Se forme une ligne cohérente. Maison, magasin, sentier. La ligne maison-parc comme principale n'est soutenue par rien, sauf les mots. Avec de telles divergences, le format de conversation change. Les entretiens dans les cuisines se terminent. On fixe des rencontres répétées déjà en ordre officiel, avec placements séparés et spécialistes du travail avec les mineurs. Les parents sont prévenus que c'est une procédure standard lors de contradictions et que le but, préciser le temps, l'itinéraire et les actions avant que le groupe quitte la zone de visibilité des adultes. Juridiquement, la formulation sonne soigneusement. Personne présentant un intérêt pour l'enquête. En substance, le cercle principal d'attention. Y entrent 3. Jessica Bell, Olivia Reed et Chloé Martin. La raison est simple et documentable. Leur version commune n'explique pas les trouvailles sur le sentier et ne coïncide pas avec le témoignage indépendant. Maintenant, c'est précisément d'elle qu'on exigera un tableau cohérent de l'itinéraire et du dernier contact avec Émilie. Ainsi se rétrécit le champ de recherche, du large ou toute possibilité, vers un groupe concret et un sentier concret. L'étape suivante est logique et prévisible. Interrogatoire séparé selon une même checklist, vérification des mots par temps et lieu, et comparaison avec ce qu'on a déjà trouvé près de l'eau. C'est là que commenceront à apparaître les premières incohérences à l'intérieur de leur histoire commune. Et les incohérences apparurent immédiatement. Pas sur le sentier, mais à l'école. Quand les policiers commencèrent à comparer les mots des fillettes avec le fond du dernier mois, remonta une vieille dispute. L'histoire n'était pas sur une vexation soudaine dans le parc. L'histoire traînait depuis le printemps et tournait autour d'une chose, une poupée. En hiver, chez une camarade de classe, il y eut un anniversaire. Les fillettes jouaient, échangeaient des tenues pour poupées. Après la fête, une jupe se déchira, une seconde disparut. Depuis commencèrent de petites escarmouches. Émilie demandait qu'on rende les vêtements pour sa poupée. Jessica répondait que c'était son ensemble. Olivia se rangeait de son côté. Chloé se tenait près et répétait les mots des autres. L'institutrice fixa cela comme « conflit interpersonnel ». Dans le journal, note sur une conversation avec les parents sans mesure disciplinaire. Au printemps, la tension ne partit pas. Aux récréations, les fillettes s'asseyaient séparément. Au cours de travaux manuels, elles se disputaient à cause des matériaux pour bricolage, qui prend le tissu, qui les ciseaux. Sur le panneau avec les dessins, une signature fut corrigée. Émilie remarqua que sa feuille était signée par erreur avec le nom d'une autre. L'enseignante corrigea mais nota dans le cahier d'observation « Frottement dans le groupe, dispute pour des bagatelles. Cela sonne sec, mais pour la chronologie, c'est important. Cette compagnie avait déjà une raison de se mesurer. Qui a raison ?
Les témoignages des camarades de classe complètent le tableau. 2 fillettes de la classe parallèle racontèrent qu'au printemps, Émilie cessa d'être invitée au jeu à la maison avec des poupées. La raison était la même. Tu gâches tout, tu n'habilles pas bien, rends la robe. Un garçon se souvint d'une altercation près des casiers. Émilie tient une boîte avec des accessoires. Jessica dit « C'est à nous ». Le couvercle se ferme. La boîte retourne dans le sac d'Émilie. Aucune poussée, seulement des mots et un couvercle fermé. Les parents de plusieurs enfants confirment par le chat scolaire. Il y avait des disputes pour des jouets. L'enseignant est au courant. Une semaine avant le 2 juin, le conflit, d'après les mots des parents, remonta à nouveau à la maison. Émilie demanda de sortir du débarras la boîte avec la poupée. Elle voulait montrer que tout était en place. La mère aida, l'inspection prit quelques minutes. De détails, à part cela, il n'y en a pas. Mais le matin du 2 juin, près du casier à l'école, Émilie parlait avec Olivia et Chloé. Les mots furent entendus par la surveillante du couloir. « Allons normalement. Nous nous débrouillerons après les cours. » Formulation sans émotion, mais ton de négociation. Le plan, après les cours, est confirmé par plusieurs sources d'un coup. L'ami de la cour voisine entendit l'invitation « Allons pique-niquer, nous discuterons de tout ». Dans le chat aux parents arrive la photo de l'affiche scolaire sur la fête d'été. En dessous, le commentaire d'Olivia « Aujourd'hui libre, nous pouvons nous rencontrer ». L'enseignant de travaux manuels dit que l'annulation du cours du jeudi donna aux fillettes une soirée libre. En somme, cela se compose en initiative de se rencontrer non par hasard, mais de manière ciblée. Endroits séparés, temps séparés, sans adultes. De là aussi la rupture principale avec leur version initiale. Si le conflit, ancien et notable, l'explication « Émilie se vexa soudainement et s'enfuit » paraît trop simple. Quand on demande de préciser à quoi exactement elle se vexa, chacune des 3 répète la formule générale. À la couverture, au mot, au fait que nous ne voulions pas partager. Mais autour beaucoup de faits indiquant une tension longue. Signature corrigée sur le panneau, dispute pour le tissu au travail manuel, place séparée aux récréations, conversation près des casiers. Un éclat occasionnel ne se raccorde déjà plus avec le tableau des derniers mois. Les parents des camarades de classe, qu'on interrogea au cours de la vérification, décrivent la même dynamique. Dans le groupe, il y avait des leaders et des menés. Le thème de la poupée était périodiquement soulevé. Elles essayaient de se réconcilier, mais revenaient aux vieilles prétentions. Dans ces mots, il n'y a pas d'évaluation, seulement des détails répétés. Une même poupée, une même dispute sur à qui c'est. Ainsi, il est établi. Entre Émilie et les 3 amis se déroulait un conflit prolongé, commencé bien avant la promenade au ruisseau. La version sur la vexation soudaine dans le parc perd son appui. L'étape logique suivante, interrogatoire séparé par minutes et par itinéraire, pour comprendre ce qu'exactement planifièrent les fillettes pour le pique-nique et quand leur histoire commune commença à diverger avec les détails. Les interrogatoires séparés sont déjà fixés. Mais plutôt que ne commencent les questions par minute, remonte autre chose. Comment se comportèrent les amis après la disparition ? C'est précisément ici que l'image commence à se briser. Soir du 2 juin. Dans la cour vont les premières recherches. Les parents font le tour de l'itinéraire vers le sentier. Les voisins vérifient de l'aire de jeu près de l'école. Les volontaires se rassemblent près de l'entrée. Les fillettes ne sont pas parmi ceux qui cherchent. D'après les mots des parents des suspectes, chez elles, soirée habituelle à la maison. Chez Belle, dîner, douche, dessin animé. Chez Red, devoirs et livres. Chez les Martin, conversation avec grand-mère et coucher tôt. Pas un seul appel autonome à Émilie ou à sa famille. Pas de tentative de se joindre autour. Vers 22h30, les agents de service appellent encore une fois les familles. Les fillettes dorment déjà. Ils précisent, ont-elles vu les annonces dans les chats des maisons ?
Réponse. On nous a transmis. Nous attendons des nouvelles. Formellement, tout est correct. En substance, il n'y a pas de participation. Pour l'enquête, c'est un trait important. Le cercle le plus proche n'est pas impliqué dans les recherches la nuit même. Matin du 3 juin. Dans le quartier, on colle des descriptions. Sur le sentier, travailleurs des groupes. Aux parents des amis, on propose de maintenir le contact et d'être prête pour des entretiens répétés. Et là apparaît un enregistrement avec les caméras du centre commercial de la périphérie ouest, Marques Temporel, entre 10h40 et 10h55. Sur la vidéo entrent 3 personnes. Elles vont ensemble. L'une a un sac à dos familier avec des écussons. Elle s'arrête un après de la vitrine avec des accessoires, puis tourne vers le kiosque avec de la glace. Paiement, avec de petites coupures et des pièces. Sur le plateau, 2 cornets de gaufres et un gobelet. Elle s'assoit près de la rambarde du food court. Sur l'enregistrement, elles se parlent, geste calme. Elles ne sortent pas les téléphones sur la table. L'impression de hâte ou de recherche ne se lit pas. Les caméras fixent encore des détails. À la sortie, elles s'attardent près de la vitrine de rue. L'une replace une couverture pliée dans un sac. L'autre a au poignet un élastique avec un petit porte-clés. À 10h54, le groupe s'en va vers le parking et se perd de la zone d'observation. L'itinéraire de retour ne se voit pas, mais le fait de visite du centre le matin, quand le quartier cherche déjà Émilie, reste sur l'enregistrement. Parallèlement, les parents et volontaires continuent le tour. Dans les chats apparaissent des demandes de vérifier les entrées, les sous-sols, les arrêts d'autobus. Les noms de famille de Jessica, Olivia et Chloé n'y remontent pas comme participants au tour. Leur famille confirme. Les fillettes sont à la maison, attendent l'appel. Au moment de la découverte des enregistrements du centre, cette position diverge déjà avec la réalité. Le matin, elles étaient ensemble et hors de la maison. L'enquête fixe le comportement comme atypique pour les plus proches de la disparue. Formulation sèche. N'ont pas manifesté d'activité dans les mesures de recherche. Le matin se trouvait au centre commercial. Absence de message d'alarme à l'adresse de la famille de la disparue. Ce n'est pas une évaluation du caractère. Ce sont des signes qui ne coïncident pas avec la situation. Compte tenu du conflit ancien et des incohérences dans les récits, un tel fond renforce les soupçons. Si le soir du 2 juin, elles étaient assises dans le parc et se séparèrent, pourquoi le matin du 3 juin se rencontrent-elles à 3 et vont-elles pour de la glace? Si leur version, vexation et fuite, pourquoi n'y a-t-il pas un seul pas vers la recherche? Après visionnage de la vidéo, la décision est évidente. Les interrogatoires séparés se déroulent dans les heures les plus proches, avec précision de chaque minute du 2 juin et chaque pas du matin du 3 juin. Ensuite, dans les procès-verbaux, commenceront à apparaître des divergences qu'on peut déjà comparer avec les itinéraires, reçus et enregistrements de caméras. Les interrogatoires séparés sont fixés pour les heures les plus proches. Mais plutôt que les fillettes se retrouvent une par une dans les cabinets, dans l'appartement raide apparaît une chose qui brise leur récit commun. L'examen se déroule en présence des parents. Accès volontaire, fixation photo avec règles et étiquette. Près du paillasson d'entrée, basket claire d'Olivia sur le protecteur des mottes d'argile séchées. Dans les rainures, pellicule fine de terre humide. De l'extérieur, elles paraissent propres, mais le dessin de la semelle retient une couche qu'on n'enlève pas par un lavage rapide. Procédure standard. Les baskets sont saisies, emballées séparément dans des sacs en papier. On marque ORG, ORD, date et heure. On photographie plan général, puis gros plan. Protecteur, semelle intérieure, lacet. Les échantillons de terre du protecteur sont sortis avec une spatule stérile. Le matériel est disposé dans des enveloppes, scellées. Séparément, on prend le contrôle du paillasson près de la porte et des marches de l'entrée, pour exclure le transfert du sol. Les parents signent sur les bandes de scellement.
La chaîne de conservation est fixée. Parallèlement, le groupe, près du ruisseau, prélève des échantillons de contrôle. 3 points, bord du sentier, endroit près de l'eau où l'herbe est tassée, et secteur au tournant où fut trouvé l'emballage froissé. À chacun, on attribue un code MP1, MP2, MP3. Les échantillons sont séchés, emballés, transmis au même laboratoire. Dans le journal, on note une méthodologie identique de prélèvement pour que la comparaison soit correcte. L'expertise se lance en ordre accéléré. D'abord visuellement, couleur, plasticité, granularité, puis granulométrie, minéralogie, microparticules d'origine végétale. Les paramètres sont inscrits dans des tableaux. L'attente prend des heures. En ce temps, les enquêteurs continuent à préparer les questions pour les entretiens séparés, mais déjà en tenant compte du résultat possible sur le sol. La description des baskets est aussi importante. Taille enfant, semelle avec protecteur profond, dessin rhomboïdal. Cela signifie que la terre se retient dans les rainures plus longtemps que sur une semelle lisse. Si les fillettes étaient vraiment assises dans le parc près de l'école, il ne devrait pas y avoir de traces caractéristiques de la lisière forestière. Le parc, asphalte et dalles. Le sentier près du ruisseau, argile humide. La conclusion arrive le soir. Formulation nette. Les échantillons de terre extraits du protecteur de la chaussure marqué OR, G, OR, D sont identiques par composition. Granulométrique et minéralogique aux échantillons MP1, MP2, MP3 prélevés dans la région du sentier et du bord de l'eau près du ruisseau Cataraqui. Tout coïncide. Fraction de sable et de poussière, mélange de petits grains de quartz, composition argileuse caractéristique avec restes végétaux. Le contrôle du paillasson et de l'escalier de l'entrée ne montre pas un tel ensemble. Cela frappe directement la Libye. La version « n'était pas près de l'eau » perd sa base. Chez les chaussures d'Olivia, trace de ce même itinéraire que décrivit le cycliste et qu'indiquèrent les indices sur le sentier. À partir de ce moment, le cercle de questions change. Non pas « êtes-vous allé au ruisseau ?» mais « que faisiez-vous là-bas et quand vous êtes-vous séparés d'Émilie ?» Ensuite, la logique est simple. Chacune des 3 est convoquée séparément, on leur présente le résultat du laboratoire et on fixe la réaction. Étape suivante. Reconstitution seconde par seconde du chemin dans la lisière forestière, où les détails ne se cachent déjà plus derrière des formules générales. On prépare les entretiens séparés, mais plutôt arrive un document qui change le ton. Conclusion du coroner, formulation courte et froide, traces de fixation au poignet, signes d'asphyxie, eau dans les voies lasto-respiratoires. Ce n'est pas une disparition. C'est application de force avec immersion ultérieure dans l'eau. L'examen du corps est décrit par points. Sur les 2 mains, traces linéaires symétriques d'une largeur de plusieurs millimètres. Bords réguliers, sans secteur déchiré. Le caractère de compression indique une corde molle ou ficelle fine. Sur la peau des avant-bras, écorchures, comme de frottement. Sur les genoux et les tibias, dommages superficiels, compatibles avec chute sur terre et herbe. Sur les surfaces latérales du torse, petite contusion. Ensuite, système respiratoire, sont notés des signes d'hypoxie. À l'intérieur, traces d'aspiration d'eau. C'est un marqueur clé de noyade et non d'évanouissement accidentel sur Terre. Il y a des points pétéchiaux sur les muqueuses. Ils fixent un manque d'oxygène prolongé. De tels phénomènes n'apparaissent pas spontanément. Cause, impact externe, tête et cou, sans fracture. Tissu mou avec œdème, mais sans sillon caractéristique sur le cou. Cela exclut l'asphyxie par nœud coulant, cavité interne de la bouche, sans traumatisme typique d'objets étrangers.
Donc les voies respiratoires se fermèrent non par un objet, mais par l'eau. Le tableau se compose en séquences. Fixation des mains, maintien au sol, déplacement vers l'eau, immersion. Le bloc médico-légal indique aussi l'intervalle temporel. Des hémorragies d'intensité différentes parlent du fait que l'impact ne fut pas instantané. Pas un coup et pas une secousse. Le temps a suffi pour que se forment des écorchures, s'effacent les traces primaires et apparaissent des signes de stress prolongés. Ce sont des minutes et non des secondes. L'intervalle n'est pas nommé précisément, mais les experts soulignent le traumatisme se produisait jusqu'au moment de contact avec l'eau. Parties séparées, tracologie, sur la peau et les vêtements, particules de sol semblables à celles collectées sur le sentier, petites fractions de quartz, poussière argileuse, restes de végétation. Coïncide l'ensemble qui est déjà décrit dans la conclusion sur les chaussures d'Olivia. C'est un lien indirect, mais stable du lieu de l'incident et des dernières minutes. Réserve importante. Sont absents les signes de lutte avec un adulte étranger. Il n'y a pas de déchirure profonde. Il n'y a pas de blessure défensive prononcée qu'on voit souvent lors de résistance à un agresseur plus fort. Les dommages correspondent au maintien par plusieurs personnes avec des possibilités physiques proches, déplacements sur surface inégale humide et chutes multiples. Pour l'enquête, cela signifie une chose. Le scénario, elle est tombée accidentellement et s'est noyée, ne passe pas par les signes. Sur les vêtements, salissure locale par les bords des manches et sur les ourlets inférieurs. Cela s'accorde avec la fixation des mains et le traînage sur la terre humide. Dans les poches, monnaie et serviettes en papier imbibées d'eau. Il n'y a pas d'électronique, donc pas de traces de ces dommages non plus. L'analyse chimico-toxicologique, sans détection de substances qui auraient pu expliquer la perte de conscience avant le contact avec l'eau. La formulation finale sonne directement. La mort survint par noyade sur fond d'application de force externe, avec maintien préalable des mains. La version d'accident est exclue. Dans l'affaire apparaît une séquence ordonnée d'actions, dont il n'y a pas dans les récits des amis, fixation, déplacement, eau. Ensuite, le travail va par deux lignes. Qui et à quel moment tenait, qui donnait le rythme et qui prit la décision d'aller au ruisseau. Ces points ne se discutent déjà plus par des mots généraux. Il faudra les remplir minute par minute et par rôle. Ces points ne se discutent déjà plus par des mots généraux. Il faudra les remplir minute par minute et par rôle. Et là, dans le procès-verbal, apparaît un nouveau détail qui semble changer la direction. Lors des précisions, une des fillettes lance la phrase « Il y avait un adolescent sur quad », dit entre les lignes, sans appui sur le temps et le point. Mais maintenant, cela est fixé. Si près il y avait vraiment un étranger, la ligne des rôles change. Sinon, devant l'enquête, une tentative de détourner la conversation. Ensuite, vérification de la version. D'abord, géographie. La lisière forestière est étroite, sentier de terre, par endroits avec marche près de l'eau. Le passage en technique aurait laissé des empreintes de protecteurs et traces de virages. L'examen matinal du secteur ne révéla pas de telles traces. Sur l'argile humide, seulement empreintes de chaussures de tailles différentes et traces de traînage. Cela est inscrit dans l'acte d'examen. Puis, gens et bruit. Les maisons voisines donnent par les fenêtres sur le sentier. Aux habitants, on pose un ensemble simple de questions. Ont-ils entendu le rugissement d'un moteur, vu un sillage de poussière, remarqué de la technique près du bord de la forêt? Les réponses convergent. Le soir du 2 juin, il n'y avait pas de moteur. Plusieurs personnes entendirent murmurer des voix d'enfants et le son d'un vélo qui roulait le long du sentier principal. De quad? Non. On montre au conducteur du vélo la phrase du procès verbal. Il répète sa position. Il a vu seulement 4 à pied, aucune technique près. Bloc suivant, propriétaire. Dans le quartier, on passe par la liste des quads enregistrés et par les endroits où on les garde, garage privé, cours en périphérie, service près de la route.
On vérifie 3 propriétaires qui roulent parfois dans ce secteur. Chez tous, technique en place, sur les pneus poussière sèche correspondant à la route, et non au rivage humide. 2 personnes fournissant des caméras près des garages pour le 2 juin. Pas de sortie dans l'intervalle nécessaire. Les enregistrements sont copiés, classés. Parallèlement, magasin près des entrées du sentier. Le magasin à l'arrêt a une caméra de surveillance extérieure. Les agents visionnent la période de 15h30 à 18h30 sur la vidéo. Piétons, cyclistes, chiens en laisse. De quad sur la descente dans la lisière forestière n'est pas visible. Le gardien de la coopérative de jardin qui jouxte le ruisseau dit la même chose. Ce soir-là, la technique ne passait pas. Barrière fermée. Pas de traces sur la terre. On vérifie aussi la partie formelle. Rapport de service pour le quartier pour le 2 juin, sans plainte sur le bruit de moteur ou course le long des sentiers. L'agent de secteur confirme: au début de l'été, il y a de rares sorties d'adolescents sur terrain vague, mais pas dans ce couloir où il y a des buissons et des virages étroits. Le tableau du terrain correspond à cela. Là, il y a un relief complexe et beaucoup de racines, où un quad se coincerait ou laisserait des traces évidentes. Ensuite, l'enquête revient au mot des fillettes. L'adolescent, chez elle, n'a pas de nom, description, vêtements, direction de mouvement. Il n'y a pas de signe distinctif, taille, casque, couleur de la technique. Il n'y a pas d'action, roulait à la rencontre, doublait, s'arrêtait. On précise le son, le temps, la réaction. Réponse floue, il semble, peut-être. J'ai entendu quelque part. Chez une des 3, l'adolescent passe au début de la promenade, chez l'autre, déjà après la dispute, chez la 3e, pas sûr, mais comme s'il y en avait un. Il n'y a pas de coïncidence par minute. La tracologie parle plus durement. Sur le sentier où, d'après les mots des fillettes, aurait dû passer le quad, il n'y a pas une seule trace de protecteur avec damier caractéristique. Sur la bordure argileuse de telles empreintes tiendraient des heures. Elles ne sont ni dans le carré de contrôle, ni sur les approches. En même temps, les empreintes de chaussures on peut distinguer. Petites semelles, gros protecteurs de basket d'enfant, encore une trace d'un autre dessin. Tout cela coïncide avec la dimension du groupe qui allait vers l'eau. Les interrogatoires d'habitants durent toute la journée. Le soir, on fait un bilan intermédiaire. La version adolescent sur quad n'est confirmée par aucune source indépendante, ni par les yeux des gens, ni par le son, ni par vidéo, ni par trace sur terre. Aucun propriétaire dans cet intervalle n'entra dans le couloir de la lisière forestière. Sur la carte, les endroits où le quad aurait pu sortir au ruisseau sont marqués par des croix. Caméras et témoins oculaires, là aussi, ne fixent pas de technique. Reste le motif d'apparition de cette phrase. Dans le contexte de l'affaire, il se lit exactement. Tentative de disperser l'attention et créer une figure adulte près du groupe. C'est un détail très fréquent dans les récits d'adolescents, quand il faut ajouter un étranger sur qui peut tomber l'itinéraire ou le bruit. Dans l'affaire Émilie, une telle figure ne s'accroche à aucun point vérifiable. La fixation des conclusions s'arrange sobrement. La version sur l'adolescent non identifié sur quad n'a pas passé les vérifications. Il n'y a pas de confirmation objective, à considérer comme non fondée. Pour l'enquête, c'est une étape technique importante. Elle retire le participant externe du champ d'attention et retourne le focus vers ceux qui allaient le long du sentier. Après cela, le plan change vers la concentration. Les interrogatoires séparés passant en phase active avec répétition de l'itinéraire par minute et avec présentation des matériaux déjà collectés. Enregistrement de caméra, terre des chaussures, conclusion du coroner, absence de traces de technique. À chacune des 3, il faudra raconter la même chose à nouveau, sans formulation générale, avec indication du lieu, temps et action.
C'est précisément sur ces divergences qu'ensuite commencera à se composer la séquence d'événements près de l'eau. Pendant qu'on prépare les interrogatoires séparés, sur la table se posent les dossiers sans scolaire. Dans 2, notes sur harcèlement. Par date, cela traîne depuis l'hiver. Moqueries aux récréations, isolement dans les jeux. Ne la prends pas dans l'équipe. Formulation sèche, mais se répète trop souvent pour qu'on les impute aux hasards. Courtes extraits des caractéristiques. Pour Jessica Bell, initie les conflits de pairs à cause des objets et du statut, exige confirmation du leadership, a besoin de modération constante des adultes. Pour Olivia Reid, soutient le leader dans les situations litigieuses, encline au nous-eux de groupe. Utilise l'ignorance comme moyen de pression. Séparément, note de l'instituteur principal, épisode de pression verbale sur camarades de classe, entretien mené, dynamique instable. Pour Chloé Martin, la formulation est autre, suggestible, suit l'initiative des aînés, n'initie pas de conflits autonomes. Il y a aussi du concret. Sont notés 2 incidents. Dispute à cause des fournitures au travail manuel avec refus de rendre les matériaux et épisode de ignorance sur l'aire de jeu scolaire, quand la fillette ne fut pas acceptée dans le jeu pendant toute la récréation. Pour les 2 cas dans le journal de classe se trouvent des notes sur entretien avec les familles. La conclusion dans les documents est directe. Les manifestations de pression de la part de Jessica et Olivia ont des précédents. Pour l'enquête, ce n'est pas une évaluation du caractère, mais un contexte. Sur son fond, les interrogatoires séparés acquièrent une nouvelle tâche. Vérifier comment se répartissaient les rôles sur le sentier et qui donnait le ton de la conversation avant que le groupe aille vers l'eau. Les interrogatoires séparés sont nécessaires précisément pour cela. Comprendre la répartition des rôles et le ton de la conversation avant la sortie vers l'eau. Décision prise. Interrogatoire un par un, en présence des parents et psychologues pour enfants, avec enregistrement sur vidéo et liste fixée de questions. L'intrigue est simple et dure. Quelle version donnera la première une fissure sans indice des amis ? On commence par la plus jeune, Chloé Martin. Cabinet sans angles aigus, eau en verre, boîte de serviettes. À table, enquêteur, psychologue, représentant légal. Formulations calmes et monotones. Nous voulons comprendre l'itinéraire. Nous devons comparer le temps. Il est important de raconter par étapes. Avant le début, on explique l'ordre, on met l'enregistrement, on précise le bien-être. Les questions vont du général au particulier, de l'entrée, au sentier, du sentier, à l'eau. D'abord, Chloé répète l'ancien schéma, parc, banque. Émilie s'est vexée et est partie. Pas de détails. À la question précise sur le temps résonne entre 4 et 6 heures. Sur la couverture, nous portions ensemble. Sur le ruisseau, nous n'y sommes pas allés. Le psychologue demande de décrire le banc, les balançoires, qui étaient assises à gauche, qui à droite. Réponse floue. Dans le procès verbal, on fixe. Repère concret, non nommé. Ensuite, on présente les indices. D'abord, enregistrement des caméras, matin du 3 juin, 3 ensemble, kiosque avec glace. Chloé hoche la tête, confirme. Puis, laboratoire sur le sol. Basket d'Olivia avec traces d'argile coïncidant avec le sentier près du ruisseau. La formulation sonne sans pression, mais directement. Cela contredit les mots « dans le parc » et « à la maison ». On donne à Chloé le temps de réfléchir. On utilise une ruse procédurale. L'enquêteur dit « Olivia a déjà commencé à parler. Il nous est important que tu racontes la même chose, sans responsabilité supplémentaire sur toi. Pause. » Le psychologue rappelle le droit de faire des pauses et demande de répondre seulement la vérité. Dans la pièce, c'est silencieux. L'enregistrement va continuellement. La réponse se déplace.
Chloé prononce « Nous sommes quand même allés au sentier. D'abord prudemment, puis plus nettement. Nous avons tourné derrière les buissons. Nous n'avons pas déplié la couverture. Nous nous sommes assises sur les racines. Apparaît l'itinéraire du magasin au sentier, du sentier vers l'eau. Nous ne sommes pas allés au parc, dit-elle quelques minutes plus tard. C'est la première divergence évidente avec les mots précédents. Point suivant. Contact près de l'eau. Chloé décrit tiraillement par la manche, altercation, poussée. Le psychologue demande de ne pas évaluer, mais seulement énumérer les actions. Chloé dit « Nous tenions par les poignets ». À la question sur les traces sur les mains d'Émilie, elle répond brièvement « Il y avait une corde. » D'où ? Du sac à dos, cordon. Elle décrit la méthode de fixation comme « pas fort, mais pour qu'elle n'agite pas ». Formulation simple, sans terme. Dans le procès verbal, on met une note. Les renseignements se rapportent à ce qui est fixé par le coroner, trace de corde molle. Ensuite, déplacement. Nous tirions par terre. Elle tombait. Nous rions. Chloé bute sur les mots et fait encore une pause. L'enquêteur revient à l'itinéraire. Où elle se tenait, qui était à gauche, qui devant. Les mots s'alignent en rang. Jessica disait où aller. Olivia tenait plus fort. Je marchais derrière. Le psychologue fixe, rôle réparti. Ce n'est pas la vexation et fuite, soudaine. C'est une séquence d'actions communes. La question sur l'eau est posée sans rumination de détails. Comment vous êtes-vous retrouvés au bord ? Nous avons amené. Qui tenait ? Nous à deux. Toi ? Oui. Le ton reste égal. Dans le procès verbal, on ajoute une note, a reconnu la participation au maintien. L'évaluation juridique n'est pas donnée, seulement le contenu factuel des mots. Chloé précise aussi sur l'adolescent sur quad. Il n'y en avait pas, dit-elle. La phrase « Nous avons inventé pour qu'on ne nous gronde pas » est inscrite textuellement. Ainsi, une des fausses pistes est exclue déjà dans son récit. C'est un important verrou sur le bloc précédent de vérification. Quand la partie sur les indices est terminée, l'enquêteur revient au début et demande encore une fois de répéter la route par minute. Chloé ne parle déjà plus du parc, résonne une même ligne. Magasin, sentier, eau. Le temps, vers 4 heures, coïncide avec le témoignage du cycliste. La description du bord et des racines coïncide avec ce qu'on a vu sur place. La couverture ne fut pas dépliée. Cela s'accorde avec le fait qu'on l'a trouvée pliée. L'interrogatoire se termine par une fixation formelle. L'enregistrement est conservé. Les parties confirment qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Dans le résumé, on inscrit la nouvelle principale. Chloé Martin donne les premiers témoignages de reconnaissance et corrige les éléments clés de la version précédente. Lieu, action, fixation des mains, absence de l'adolescent. Le mur de silence des trois s'est brisé au premier maillon. Cela change la configuration des entretiens. Ensuite, c'est le tour de Jessica et Olivia, avec le même ensemble de matériaux et avec précision par rôle. La conversation de « Étiez-vous près de l'eau ?» passe à « Qui faisait quoi sur chaque secteur ?» où chaque détail peut être vérifié par traces, temps et objet. Ensuite, c'est le tour de Jessica et Olivia. Même ensemble de matériaux, même question par rôle. Chloé a déjà raconté sur le sentier, fixation des mains et eau. La question plane dans l'air. Les aînés confirmeront-elles ces mots ou rejetteront-elles tout sur la plus jeune ? D'abord, entre Jessica Bell. Procédure standard. Enregistrement, explication des droits, prêt, parents et psychologue. Au début, elle tient l'ancienne ligne, parc, banc, vexation.
L'enquêteur sort les photos des baskets d'Olivia avec argile et conclusion du laboratoire, puis lit un fragment des témoignages de Chloé, tournant sur sentier étroit, couverture non dépliée. Près de l'eau se tenait sur les racines. Jessica demande de l'eau. Dit qu'elle pouvait s'approcher un peu plus près, mais pas longtemps. À la précision qui tenait Émilie par les poignets, répond « Je ne me souviens pas ». On lui lit le deuxième fragment. « Nous tenions à deux ». Pause. Apparaît une nouvelle version. « Je me tenais seulement près ». La contradiction est fixée. Chez Olivia Reid, le tableau est semblable. Commence par le parc. Reçoit sur la table l'enregistrement du centre commercial le matin du 3 juin et l'impression avec le résultat sur le sol. On lui lit les mots de Chloé sur corde du sac à dos. Olivia dit d'abord sur élastique pour cheveux, puis sur ruban du sac. L'enquêteur montre la photo du sac à dos avec lacet absent sur la poche latérale. Question brève. Où est-il ? Réponse. Je ne sais pas. Dans le procès verbal, encore une divergence. Ensuite, aux deux, on présente les détails coïncidents de Chloé, qui marchait le premier, qui portait la couverture, où elle se tenait près de l'eau. Jessica, après une pause, dit qu'elle indiquait où aller. Olivia convient qu'elle tenait plus ferme. À la question « Que s'est-il passé au bord ?», les deux s'en vont dans des formules « Nous nous sommes perdus »,« Nous avons eu peur ». On leur lit la conclusion médicale. Traces de fixation au poignet, hypoxie, eau dans les voiles respiratoires. La version « Elle est tombée accidentellement » ne se raccorde pas avec les notes du coroner. Cela est prononcé sans évaluation. À ce moment-là, les versions des aînés divergent entre elles et avec Chloé. Temps, entre 4 et 6 heures chez Jessica, vers 5 heures chez Olivia, après 4 heures chez Chloé. Qui portait la couverture ? Chez Jessica, Olivia. Chez Olivia, à tour de rôle. Chez Chloé, Olivia. Qui prit la corde ? Chez Jessica, je ne me souviens pas. Chez Olivia, elle était dans le sac à dos. Chez Chloé, Olivia a sorti. Ces divergences et sont le point de pression. Une même action ne peut pas se décrire de 3 manières différentes quand objet et trace sur place coïncident. Après la pause, on pose des questions selon le schéma « qui » ou « quand ». À chacune, carte séparée du sentier avec note. Jessica marque le tournant vers l'eau. Olivia met une croix au même endroit. On leur lit encore les phrases de Chloé sur « Nous tenions par les poignets ». Jessica se tait puis dit « Je tenais à gauche ». Olivia à droite. Les deux confirment le déplacement vers le bord. Décrivent racines, argile glissante, herbe tassée, tout détail d'appui qui coïncide avec l'examen. Quand se pose la question sur l'adolescent sur quad, les deux changent de ton. Jessica. Il n'y en avait pas. Olivia. Nous avons inventé cela. Dans le procès verbal est portée l'inscription. Participante externe exclue par les mots des interrogés. La fausse piste est fermée par leur propre témoignage. Comprenant que l'ensemble des indices et mots de Chloé coïncident avec les données du coroner et tracologie, les deux passent au témoignage de reconnaissance. Formulation simple et identique par essence. Nous ne sommes pas allés au parc. Nous avons tourné vers le sentier. Près de l'eau, nous tenions. Il y avait corde et traînage. Les rôles se répartissent de même que chez Chloé. Jessica donnait la direction. Olivia retenait plus fort. Chloé marchait derrière. Temps de sortie. Vers 15h30, tournant sur le sentier. Vers 16h. Ces points convergent avec les témoignages du cycliste et chronométrage des caméras. Principal, 3 récits coïncident dans les nœuds clés. Itinéraire, fixation,
bord de l'eau, absence d'étrangers. C'est cela la percée même. La ligne, elle s'est vexée et s'est enfuie, sort officiellement de l'affaire. Ensuite, l'enquête passe au schéma reconstitué minute par minute. Qui prononça les premiers mots près des racines? Comment on répartit les rôles? Comment on prit la décision d'aller vers l'eau? Avec appui sur carte, indices et témoignages déjà coordonnés. Ensuite, schéma reconstitué minute par minute, mais maintenant déjà de première main. Toutes les trois ont avoué. Donc, le puzzle peut se rassembler entièrement. La question reste une. Était-ce un éclat occasionnel ou rencontre planifiée d'avance pour mettre un point? Dans le rapport de reconnaissance convergent les détails de départ. Initiateur, Jessica. Motif, vieille dispute à cause de la poupée et des accessoires. Formule d'invitation sonnait identiquement chez toutes. Allons pique-niquer, nous parlerons normalement. Lieu choisi, sans gens. Sentier vers le ruisseau Cataraqui. Temps, juste après l'école. Tant qu'il fait clair et libre des cercles. Couverture et nourriture. Pour la vraisemblance. Corde pour liaison se trouvait dans le sac à dos d'Olivia. C'est ce même cordon de la poche latérale qui manquait ensuite sur la photo. Chloé confirme. Elles savaient où elles allaient et pourquoi, endroits séparés. Ensuite, itinéraire. Maison, magasin près de l'arrêt, tourne derrière les buissons, secteur avec racines, leur point. Couverture non dépliée. Conversation à la tout de suite sur la poupée. Rang, c'est à nous. Ne mens pas. Rôle se déterminèrent sans mots. Jessica, donne le ton et la direction. Olivia, exécute, tiens plus fermement. Chloé, derrière, aide quand on demande. Toutes les trois disent la même chose. La dispute passa rapidement à remettre à sa place. Ces citations directes des procès-verbaux. Action décrite sobrement et identiquement. Fixation des mains par corde molle pour qu'elles n'agitent pas. Poussées et secousses par direction vers l'eau. Traînage sur terre humide quand la résistance empêchait d'avancer le long du sentier. Mots, moqueries et répétitions, rang. Dans la liste, il n'y a pas de coup par objet ou utilisation de choses lourdes. Tout, par les mains, à trois. Cela coïncide avec le tableau des dommages. Écorchure, contusion, traces de frottement, marque au poignet. Le segment final, elles décrivent sans détail, mais la séquence coïncide chez toutes. Amenèrent au bord, maintenaient. L'eau était froide et trouble. Les vêtements se mouillèrent par les bords des manches, cela se voit aussi dans l'examen. Points pétéchiaux et eau dans les voies respiratoires, notés par le coroner, étaient à leurs mots sur l'immersion. Le temps partit de plusieurs minutes. Personne n'appela les adultes. Personne ne s'écarta. Après, recul rapide par le même sentier, couverture pliée, emballage jeté. À la maison, changement de vêtements. Le matin, centre commercial et glace. Ces attaches sont confirmées par caméra et trouvailles sur place. Liens indirects et directs convergent. Sol sur les baskets d'Olivia, identiques à la terre près du ruisseau. Traces de chaussures du secteur coïncident avec la taille et le dessin de leurs semelles. Témoin à vélo vit 4 personnes marchant en file vers l'eau vers 16 heures. Corde, du sac à dos d'Olivia, elle manque sur la poche latérale. Adolescent sur quad est absent dans leurs propres témoignages et dans les vérifications par le quartier. Version parc, banc, vexation, fuite, sort définitivement. Nœud séparé, intention. Formulation des fillettes différentes par nuance, mais sans général un, donner une leçon, forcer à s'excuser, pour qu'elles ne prennent pas le nôtre. Elles n'utilisent pas le mot « plan » au sens juridique, mais reconnaissent itinéraire coordonné,
action commune et lieu choisi d'avance où il n'y a personne. C'est un critère important pour conclusion sur la préméditation. Aucun stimulateur étranger ou facteur occasionnel n'est fixé. Tous les pas, leur décision, de l'invitation au bord de l'eau. Par les reconnaissances se déploie une matrice minute par minute. 15h30, sortie de la cour. 15h45, achat de biscuits et jus. Vers 16h, entrée sur le sentier. Ensuite, racine, fixation des mains, déplacement. Intervalle jusqu'à l'eau. Minute, mais avec arrêt et indication de Jessica. Maintien à 2. Chloé confirme qu'elle tenait aussi. Cela coïncide avec non-correspondance des signes de lutte avec adulte dans le bloc médical. Impact de niveau de père, mais coordonné. Persécutions à déclarer s'inscrivent aussi dans la texture de l'affaire. Mots, poussés, contrôle des poignets, actions imposées, refus d'arrêter quand commença la panique. Aucune des trois n'appela à l'aide, ne partit et n'apporta d'eau. Après, elles se turent de manière synchrone et donnèrent trop formule commune sur « banc » dans le parc. Cet élément de reconnaissance est important pour l'évaluation. Tentative de cacher l'itinéraire, partie de la ligne générale de comportement. Le bilan sonne simplement et durement. Séquence complète d'actions établies. Motif, vengeance sur fond de dispute prolongée et démonstration qui est le chef. Finale, immersion dans l'eau avec maintien. Pas coordonné et confirmé par témoignage, tracologie et conclusion médicale. Version d'accident exclue. Le crime se caractérise comme application intentionnelle de force avec conséquences prévisibles. Ensuite, l'histoire passe des faits au plan juridique. Tout est établi. Participants, rôle, chronométrage, lieu. Reste le principal pour l'affaire canadienne. Que fait avec cela la loi, si celles qui l'ont fait n'ont pas 12 ans? C'est précisément à cela que nous allons maintenant nous approcher. Décision du parquet, âge de responsabilité et la façon dont le système fixe de tels cas. Étape suivante. Déjà non pas mots, mais démonstration. On fixe une expérience d'enquête sur le sentier près du ruisseau Cataraqui. Le territoire est barré par ruban. On met des cônes, accroche des numéros de points, sont présents témoins, sauveteurs, psychologues pour enfants, parents, semaine enregistrement vidéo ininterrompu, mannequin de taille et masse comparable, avec articulation mobile, au poignet, sangle molle pour imitation de fixation. Intrigue simple, les enfants pourront-elles physiquement montrer ce qu'elles ont décrit dans les reconnaissances? Procédure unique pour toutes, une par une, sans contact entre elles. D'abord, passage à sec, de l'itinéraire sans mannequin. De la maison par point conditionnel, on prend le début du sentier. On remet à la fillette sac à dos vide et couverture pliée. Comme ce jour-là, psychologue marche près, enquêteur pose courte question. Où avez-vous tourné? Où vous teniez-vous? Qui marchait le premier? Temps note sur tablette. Pas, par mètre ruban le long du bord du sentier. Marques du témoin cycliste comparent avec l'endroit où la fillette indique « Nous marchions en file ». Heures, distances et tournants convergent avec ce qui est déjà dans les matériaux. La première passe, Chloé. Elle montre le tournant derrière les buissons, indique les racines où elles s'arrêtèrent et l'endroit où la couverture ne fut pas dépliée. Ensuite, mannequin. L'enquêteur le pose sur la terre, le psychologue explique que c'est imitation d'étude et qu'on peut s'arrêter à tout moment. Chloé démontre maintien par les poignets avec sangle, comme elle disait à l'interrogatoire, et mouvement le long du sentier avec courte secousse. Montre où nous tirions par terre. L'enquêteur met un drapeau. C'est ce même secteur avec argile molle où furent fixées précédemment traces de traînage. Au bord de l'eau,
Chloé désigne position. Moi derrière. Olivia à droite. Jessica à gauche. Mannequin descend dans l'eau jusqu'au niveau indiqué dans les reconnaissances. Groupe vidéo, film gros plan, fixe en séquence d'action sans commentaire. Jessica passe seconde. Itinéraire le même. Sur les racines, elle se place devant, tourne le mannequin vers l'eau, montre où elle indiquait où aller. À la question « Qui portait la couverture ?» répond « Olivia » et indique l'endroit où elles plièrent. L'enquêteur compare le point avec la photographie de l'emballage froissé trouvé. Prêt. Jessica prend la sangle gauche du mannequin. Je tenais à gauche. Montre mouvement vers le bas, le long du bord mouillé. Note la pierre contre laquelle glissaient les baskets. Cette pierre figure dans l'acte d'examen comme repère. Coordonnées coïncidantes. Sur l'eau, elle désigne profondeur jusqu'au genou dans les mesures des sauveteurs ce jour-là, le niveau analogue. À la fin de l'étape, l'enregistrement vidéo fixe. Démonstration correspond aux reconnaissances données précédemment. Troisième, va Olivia. C'est précisément sur ces baskets qu'on trouva la terre caractéristique. Elle confirme le tournant à 16 heures, plus ou moins, montre la poche latérale du sac à dos d'où fut le cordon-corde. Sur le mannequin prend la sangle droite, des montres prises plus fortes que Chloé. Au bord de l'eau se tient à droite, comme elle indiquait plus tôt. À la question sur les mots dit seulement la formule « Nous parlions de la poupée ». Le psychologue rappelle que le but, seulement séquence d'action. Olivia montre courte secousse, puis maintien commun près de l'eau. Position des mains se reflète sur vidéo. Drapeaux se mettent au même point que chez les deux précédentes. Après les démonstrations individuelles, le groupe passe passage de contrôle. Sans mannequin, mais avec fixation du temps et trajectoire de recul. Toutes les trois séparément indiquent l'endroit où elles tournèrent en arrière et plièrent la couverture. Ces points coïncident entre eux et avec les trouvailles précoces. Sur le sentier sont visibles à nouveau traces de semelles d'enfants. On les photographie près d'anciens marqueurs pour montrer coïncidence de dessin et intervalle de pas. Pour pureté de l'expérience, les sauveteurs mouillent légèrement le bord du sentier. Protecteurs laissent une empreinte. Géométrie correspond à celle qui était sur les clichés d'examen. La partie technique s'arrange immédiatement. Dans le procès-verbal porte schéma. Point. A. Tournant. B. Racine. C. Lieu de fixation. D. Bord de l'eau. E. Lieu d'emballage. À chaque point, photo et cadre de vidéo avec signature qui montrera et quoi exactement. Matériaux de laboratoire sur le sol sont joints dans tomes séparés, avec référence croisée sur D. Conclusion du coroner indique en liaison avec démonstration de maintien par les poignets. Traces de largeur de plusieurs millimètres correspondent aux sangles molles utilisées pour imitation. Témoin cycliste noté comme contrôle externe du temps d'entrée sur le sentier. Sa démonstration et itinéraire des fillettes coïncident par minute et par lieu. Important aussi le comportement sur place. Les fillettes ne disputent pas sur disposition des points, ne changent pas de rôle, n'emmènent pas l'itinéraire vers le parc. Sur chaque secteur, leurs gestes et mots coïncident avec ce qu'elles ont déjà dit dans les cabinets. Psychologue fixe, réaction émotionnelle stable, pas d'indice des adultes, question neutre. Témoin confirme. Démonstration passée sans pression. À la fin du jour, l'enquête a un ensemble complet. Reconnaissance confirmée sur Terre, tracologie avec coïncidence de Terre, conclusion médicale avec séquence, fixation, maintien, eau, réfutation du participant externe. En somme, cela forme une chaîne de preuves où chaque élément ferme la lacune précédente. Formule de procédure sonne sobrement. Séquence d'action établie, participation des personnes confirmées, version d'accident exclue, action d'enquête par épisode terminée. Matériaux emballés, schéma et vidéo classés.
L'affaire est dirigée vers le procureur de Kingston pour décision sur la partie juridique. Ensuite, non pas sur les faits sur terre, mais sur les normes. Âge de responsabilité, Youth Criminal Justice Act et mesures possibles à l'âge en dessous du seuil. C'est précisément à cela que passe l'histoire dans le bloc suivant. Des faits aux normes. La question principale sonne maintenant directement. Quelle punition, selon le droit canadien, attend les fillettes de 9 et 11 ans pour ce qui fut commis? La réponse donne Youth Criminal Justice Act. La responsabilité pénale survient à partir de 12 ans. Les personnes plus jeunes que ce seuil ne sont pas soumises aux poursuites pénales et ne comparaissent pas devant le tribunal par article pénal. Le parquet de Kingston étudie les reconnaissances, expertises et matériaux de l'expérience d'enquête et bute sur la barrière d'âge. Formule juridique courte, arrêter la procédure par non-atteinte de l'âge de responsabilité pénale. Jessica Bell, Olivia Reed et Chloé Martin sont remises sous surveillance du Service de protection des enfants de l'Ontario. Évaluation des risques, programmes obligatoires, contrôle dans la famille et l'école, nomment dans les documents publics fermés par la loi. Pour l'histoire, cela signifie le simple. Il n'y aura pas de sentence pénale. Ensuite, réaction de la ville et longue conversation sur la justice qui sort du cadre du code pénal. Juridiquement, procédure arrêtée. Pour beaucoup, cela sonne comme absence de sentence. Dans les matériaux, tout est reconnaissance, carte, expertise. Mais norme centrale simple. Avant 12 ans, pas de tribunal pénal. À cet endroit chez la ville, naît un silence dans lequel entre une autre question. Comment continuer à vivre avec une telle décision? Réaction en surface. Fleurs et photographies propres près du sentier. Bougies sur les marches de l'école. Minutes de silence dans les classes. Dans les groupes de quartier apparaissent pétitions. Revoir Youth Criminal Justice Act, baisser le seuil, introduire cas particulier. Signature beaucoup, réponse 1. La loi fédérale de tels épisodes ne change pas. Municipalité mène audience sur la sécurité. École ajoute cours sur prévention du harcèlement et règlement pacifique des conflits. Parquet publie courte référence. Actions établies. Âge en dessous du seuil. Police ferme la partie pénale et transmet matériaux au service de protection des enfants. Ce qui ensuite, avec les figurants, seulement formulation générale. Vers 2023, toutes les trois passèrent programme de réhabilitation. Leur nom et adresse fermés par la loi, possible déménagement, pas de contact avec la famille d'Émilie. Rapport public pas. La loi resta la même. 12 ans, frontière inférieure. Ainsi, l'affaire passe des tribunaux dans longues conversations sur justice juvénile. Histoire juridiquement terminée, mais sa trace reste dans les écoles, familles et règles urbaines, là où les décisions influencent le jour de demain.